Oui, bonjour. Merci à vous de m'avoir invité pour être à Paris, même en ligne, à distance, hein. M'excuser parce que je ne suis pas francophone, mais j'espère qu'avec mon français pas bon du tout, ça sera possible de nous comprendre dans la session d'aujourd'hui, qui va verser sur une réflexion dans le moment que nous sommes sur les musées qui sont encore fermés en France, ouverts chez nous. Mais quelle est la situation des musées en ces moments et quelles ces stratégies des musées sont en train d'apprendre pour répondre les défis en termes de distanciation sociale, en termes dans lesquels les musées, comme toute la culture en général, sont en train de se réinventer, d'adopter de nouvelles manières d'arriver au public et de présenter même toute une redéfinition du concept du musée dans lequel nous assistons et nous ne savons pas quand on va finir. Je vais partager mon écran si tout marche. C'est bien? Ça marque la Oui, présentation? parfait. Oui, parfait. Alors, voilà Oui, la présentation dans laquelle je vais parler sur les titres musées post-Covid et stratégie des musées en termes de distanciation sociale, et qui va verser surtout dans la situation des musées. C'est voilà, c'est une image du Prado, du musée du Prado à Madrid, quelques jours après la réouverture qu'on a fait en juin et que on peut voir les musées d'une autre manière parce qu'il n'y a pas très peu de public, mais de toutes les mesures sanitaires, etc. La présentation va avoir le schéma de la présentation, quatre grandes parties. La première, c'est réfléchir où en sommes-nous maintenant, quelle est la situation actuelle dans laquelle nous sommes partout le monde. En deuxième lieu, que pouvons-nous apprendre du passé en rapide voyage par les temps des effets des épidémies, des pandémies avant, l'histoire plus récente, et quels sont les effets dans la culture et dans les musées. Et en troisième lieu, en partie sur quelques images du futur, des scénarios possibles. C'est très difficile à préciser, mais on va essayer de le faire. Et en quatrième lieu, la partie plus longue, que les stratégies pour les musées sont en train de se mettre en place, d'avoir des intentions différentes pour les musées pour en réponse à la situation dans laquelle nous sommes, avec exemples de différents lieux du monde. Alors, première question, où en sommes-nous maintenant? Voilà une carte qui est prise hier, même hier nuit, sur la situation en Europe pour l'Association des musées européens, NEMO, et que vous pouvez trouver en ligne, qui exprime quelle est la situation d'ouverture ou fermeture du musée dans les différents pays de l'Europe. Et voilà, vous êtes en France, vous connaissez, les musées sont fermés, en Espagne sont ouverts, mais il y a presque la moitié des pays européens dans lesquels sont ouverts et la moitié dans lesquels sont fermés. Et quelqu'un qui ont des mesures restrictives, tous les musées ont des mesures restrictives, bien sûr, mais la différence à ce moment, est-ce que après la fermeture dans les périodes de premier confinement, des musées après en ouvert, fermé, ça dépend des pays. Et alors, c'est la situation. Si nous regardons tout le monde, c'est une situation pareille dans laquelle il y a des pays qui sont ouverts et des pays qui sont fermés. En Europe, voilà la liste plus précise des musées qui sont fermés, et des pays comme Portugal, la Grèce, Lituanie, les Pays Basques, etc. En France, donc, dépend, en fonction des différents pays, non, la situation est différente et en fonction des situations sanitaires ou des mesures qu'on a prises qui sont différentes et toujours en discussion. Si on observe dans la source de l'UNESCO la situation des musées en 1er janvier, il n'y a pas de données plus précises de tout le monde,
46% des pays sont ouverts et 46% des musées, pardon, étudiés et 25% sont fermés et 29% qui sont partiellement ouvertes. Hein, et on observe certains changements de la situation. Les données aujourd'hui peuvent être différentes et après on va avoir des données plus précises. Non? Alors, la situation, c'est statistique, mais si on observe plus quelle est la situation des musées et quelle a été la réaction que nous avons passée de différents moments, la première situation, ça a été par tout le monde des confinements. D'un jour par autre, on a observé une situation des musées qui sont vides, sans public, les musées sont ouverts pour le public, c'est l'essence du musée, avec une certaine attitude de perplexité, de résistance et en même temps de créativité numérique qui a été la situation dans tous les pays. Mais on a passé pratiquement un jour par l'autre, non? Des images comme ça, non? Avec plusieurs de publics, même d'un overtourisme, une situation que les musées sont en train de réfléchir, qu'il y a beaucoup de publics, d'une situation difficile avec le tourisme, la capacité d'ouverture, même le Louvre a fermé les portes quelques jours en 2019 pour excès de public. Non? Le jour suivant, une image d'un musée de Madrid, Reina Sofia, dans lequel les salles sont vides, il n'y a personne, il y a uniquement quelques personnels et les musées ont perdu un peu son protagonisme principal, que les publics. Non? Alors, par tout le monde, on peut voir des images, les musées sont fermés, closet, toutes les activités. On peut trouver la même situation de mondialisation, non, du même phénomène, de fermeture des musées, lieux de culture, la suspension, cancellation de toutes les visites, même en Italie, cette image au Québec, non? Et partout, il y a des situations similaires, non, qui nous portent à penser que les musées, dans un premier temps, sont dans une situation de choc. Et dans quelques pays, comme en France, continue cette situation pour la fermeture. Même quelqu'un a prévu ouvrir, comme en Allemagne, en mars, 28 mars, non? Prévisions différentes non? Dans certains pays, non? Qui portent une situation pas connue jusqu'à présent. Après la guerre mondiale, une situation de fermeture des musées aussi longue n'est pas connue et nous ne savons pas encore les effets que nous pouvons voir. On retourne une autre fois à la source de la UNESCO qui a fait une ligne de tendance. Vous pouvez observer comment en avril, 70%, plus de 70, 72% des musées sont fermés par tout le monde et uniquement quelques pays sont ouvertes partiellement et uniquement en 10% qui sont ouvertes à partir de... C'est la tendance a été que précisément été les musées de la Chine qui sont les premiers à ouvrir quand l'Europe enferme les musées là ont commencé à ouvrir et là en été il y a une situation pratiquement uniquement 40% n'arrive qu'au 25, 30% des musées qui sont ouverts. Et après, on y a à partir d'automne et surtout l'an 2020, qu'il y a n'arrive que, mais il y a plus des musées ouverts, mais qu'il n'arrive pratiquement qu'arrive 47%, 48% qui sont ouverts du tout et des autres qui sont ouverts partiellement. Alors, ça a donné des actions, c'est une image chez vous, non? Des actions, des protestes de la culture qui demandent l'ouverture des musées, des autres institutions culturelles parce que la situation apporte des conséquences économiques, des conséquences sociales et des conséquences importantes que vous avez réfléchi dans d'autres sessions. Après de la première confinement, on assistait à l'ouverture à des restrictions des musées.
restrictions comportaient une audience de public réduite, une certaine attitude d'incertitude qu'on va ouvrir, décision qu'on va reprogrammer ou pas faire une nouvelle programmation plus simple, des discussions, des débats, les moyens économiques et surtout des débats sur le futur du musée. Alors, ça a été une situation pleinement satisfactoire quand, par exemple, les musées à Amsterdam et Van Gogh a ouvert avec flair, qui donne à toutes les personnes qui arrivent. Non, ça a été comme une fête des musées qui ont passé une situation qui a été vécue avec une situation de félicité, de voir qu'on va continuer. Malheureusement, on a changé. Il y a des raisons qu'on a donné tous les musées pour ouvrir. Par exemple, ce sont des raisons données par les musées de Dinamarque, et des musées censure. La situation, c'est une situation satisfactoire à point de vue de la santé. Et nous avons des airs plein air, nous avons des activités pour enfants, expériences, etc. Et les musées ont commencé à faire une attestation de cette situation comme des institutions qui sont nécessaires même pour la situation de la santé psychologique de la population et même pour la culture et même pour tous les éléments. Mais les musées ont changé le circuit. Après cette ouverture, il y a des distanciations, il y a des visites qui sont différentes avec distance, moins public, etc. Il y a des mesures hygiéniques sanitaires par tout le monde. Voilà, des images sont des phénomènes de mondialisation assez par tout le monde. On a assisté à des images similaires, non? Des visites réduite, pas uniquement avec la masque, non, sinon des visites qui sont faites d'une autre manière et d'un autre élément. Même quelques musées pour la réouverture, par exemple l'expérience du musée du Prado à Madrid, le musée plus important de l'Espagne, qui a commencé à faire une visite réduite, à compacter la collection avec, ça a été intéressant parce qu'on peut voir un dialogue de différents œuvres d'art dans les mêmes musées, on a fermé la plupart des musées. Dans quelques espaces sont ouverts pour garantir des mesures sanitaires, mais qui ont à profiter aussi pour une vision plus domestique, plus locale pour les personnes, surtout de Madrid, qui peuvent y aller. Et c'était tout un changement. Mais l'ouverture comporte aussi des risques importants, non? Parce que l'ICOM, l'Organisation internationale des muséologies, des musées, a prévenu la possibilité du danger que plus d'un musée sur 10 est menacé par une fermeture définitive. Et en États-Unis, dans lesquels, comme vous savez, les musées sont en grande partie privés, on peut compter que peut-être on peut arriver à un tiers de musées qui peuvent enfermer pour la situation financière. Alors, ça c'est important de retenir cette question que je vais dire après, non, parce que on va ouvrir les musées, mais ça va être la première victoire, mais la victoire définitive, ça va être quand les musées peuvent résister la crise économique qui va commencer. Situation des nouvelles normalités, troisième situation, en Chine, par exemple, dans laquelle les musées ont ouvert, comme j'ai dit, le 13 mars. L'année, ça fait un an que quelques musées ont ouvert. Les musées ont utilisé, mais c'est typique caractéristique de la Chine comme action de propagande, mais en parlait fortement de la situation de la Covid, en certaines situations. Mais on peut observer une certaine normalisation, hein, avec une réduction du public. C'est très difficile d'obtenir des données de la Chine, mais on peut l'obtenir de l'Australie, par exemple, ou dans quelques pays similaires, dans lesquels il y a tendance similaire. Les musées sont ouverts, mais ils sont ouverts avec une normalité, mais on observe des changements dans les politiques muséales, comme ça. Voilà cette image au Japon, que le directeur du musée en France et même directeur des musées catalans seront heureux de pouvoir voir, hein, non? Il y a des personnes qui vont au musée, non? Qui ouvrent même
situation, ou même à la Chine, mais voilà, cette image d'une nouvelle normalité, mais que l'utilisation très importante qu'on a fait des musées comme action de propagande pour voir la victoire contre les Covid, alors l'utilisation politique et l'utilisation des musées comme un élément qu'on parle du Covid important. La conclusion de l'ouverture dans ces pays, c'est que les musées ont rouvert, mais les expositions en ligne ont continué. Non? Et alors, cette situation, ça veut dire que on n'est pas retourné à la situation avant Covid, sinon une situation différente qu'on doit renégocier. En Espagne, les musées et les salles de concert sont toujours ouvertes. Voilà une information de la presse française qui disant ça pour dire en France pas non, en Espagne a choisi de continuer à promouvoir la culture, comme les concerts et les musées ouverts à tout. Mais voilà que ça c'est une bonne nouvelle bien sûr, mais les études que nous avons faites sur la fréquentation des publics ne sont pas bonnes. En Catalogne, une étude de l'Observatoire des publics dit qu'en 2020, malgré que les musées sont ouverts à partir de 1 de juin et sans interruption jusqu'à aujourd'hui, on a trouvé uniquement, la fréquentation des musées était uniquement de 78%. Alors, ça veut dire qu'il y a une réduction du public entre 70 et même 90% du public. Alors, l'interprétation, c'est que c'est en premier lieu, bien sûr, le tourisme. Il y a moins de touristes, mais il y a moins aussi de public de la ville, de village qui va au musée. Et à exception des musées dans la région pyrénéenne, qu'en été, on a eu une forte fréquentation. Les musées sont dans une situation difficile parce qu'ils sont ouverts, mais sont un peu vides du public, non? Les publics. Alors, ça c'est magnifique parce qu'on va voir les expos sans public et avec pratiquement isolé, non? Mais par la perspective des musées, c'est difficile. Même quelques musées privés n'ont pas ouvert, sont fermés parce qu'ils disent que n'est pas une situation de rentabilité d'avoir les musées ouverts. Alors, première question. Et deuxième question, c'est qu'est-ce que les crises précédentes, les épidémies et les crises économiques, nous enseignent du passé pour les musées? C'est uniquement un voyage sur les temps. Et on peut voir uniquement des informations de quelques pandémies, non, mais la première réaction, on a observé après la pandémie de 1918, les épidémies, les pandémies en Asie des ans 50 et 70, nous disons qu'après la pandémie, il y a une euphorie sociale avec une reprise rapide dans les musées, avec un certain retour à la situation avant, mais à moyen terme, on peut observer des changements dans les habitudes sociales et les modes de consommation culturelle, même des changements dans les modèles d'architecture des musées et des actions qu'ont fait des musées intéressés par les crises, la pandémie qu'on a vécue, non? Les musées ont fait des efforts pour expliquer la pandémie, musées de sciences surtout, mais aussi des musées d'art, des situations différentes. À long terme, la conclusion n'est pas très bonne parce que à long terme, après la grippe espagnole de 1918, la reprise a été très rapide, mais après et surtout pour la crise économique 1929 et aussi pour la guerre mondiale, on a assisté à une étape de longue crise dans les musées pendant jusqu'à les ans 60, 78, quand la nouvelle muséologie a porté tout un retour à l'expérience des musées, non? Mais a comporté à la fin la réformulation des concepts des musées. Alors voilà quelques images après la pandémie de tuberculose en États-Unis. Voilà une expo qu'ont a fait les American Museum of Natural History, non? Une exposition sur la pandémie et qui avec
vous pouvez voir un grand nombre de publics, non? Alors, des images de la grippe espagnole 1918 sont similaires aujourd'hui, pas similaires du tout, mais quelques éléments sont similaires. Ça, c'est un musée en Californie qui a été utilisé comme un hôpital d'émergence, de campagne, et qui a apporté non, cette situation. Alors, c'est une image intéressante de l'utilisation des musées, mais on peut observer qu'on a continué les pratiques sportives, mais on peut voir des images, des masques, une situation très similaire. Il y a un musée aux États-Unis, à Florence, qui montre la pandémie de 1918 et voilà l'image du musée. La grippe asiatique de 1957 et de Hong Kong 1968 ont porté des images similaires, un impact moins important dans les musées en Europe parce que l'affectation a été moins importante, malgré que la grippe asiatique a porté 2 millions de morts, alors encore plus que la pandémie d'aujourd'hui. Absolument similaire, non? Et alors, la réaction a été la même, hein, les vaccins, laver les mains, les mesures hygiéniques, etc. Alors, sur la pandémie, mais c'est important parce que nous ne sommes pas uniquement dans une situation de crise sanitaire, nous sommes aussi dans une situation de crise économique peut-être. Alors, les crises économiques que nous avons vécues, on a vu que sur le plan financier, le financement des musées a été reformulé avec une diminution des financements publics et privés, surtout la dernière crise économique de 2007-2008, surtout dans certains pays comme l'Espagne, dans lesquels la réduction a été très très importante. Et on a pensé la population qu'il y a des autres priorités sociales que la culture, que les musées. C'est dommage pour nous, les professionnels ou les personnes qui sont passionnées pour la culture et que nous pensons que c'est un droit et c'est un élément important. Mais la réponse publique n'était pas très bonne dans quelques pays. Non? Les publics ont observé certains changements d'audience publique avec recherche de nouveaux publics et la naissance d'un nouveau concept des musées, une crise, la reformulation du concept des musées avec deux tendances antagonistes, les musées sociaux, la perspective sociale des musées et les musées plus libéraux avec une économie solide. Bien sûr, après la guerre, ça a été le fait le plus important, mais voilà cette image en 2012, c'était le directeur d'un musée italien au sud de l'Italie, Casoria, qui a commencé à brûler chaque 15 jours une œuvre d'art de son musée contemporain, d'art contemporain, pour protester pour le non-financement du gouvernement pour son musée, en disant alors on va utiliser les œuvres pour des autres choses avec l'autorisation des auteurs, des artistes, mais en disant c'est un moyen pour protester, pour faire un happening en situation non, de ça. Il faut dire qu'après des semaines, des actes comme ça, on a commencé à recevoir financement. Alors, j'ai dit en Rome, dans quelques directeurs des musées, peut-être ça peut être un système, non, bien sûr, c'est pas un bon système, mais à dire que l'impact de la crise économique a été très important en ces moments, avec réduction budgétaire, avec réduction des publics, avec substitution, mais il y avait une chose qui a sauvé les musées. Ça a été l'incroissance très forte du tourisme qui a porté à une utilisation touristique de musées très, très important et qui, alors, quelques musées, par exemple chez nous, ont changé la perte du financement public par le tourisme et alors ça porte tout un changement philosophique et l'intention des musées. On va voir la crise économique qui va continuer quand des coronavirus ou de la pandémie de Covid qui va porter, mais on doit être prêt parce que les tentations
de manque de financiation peut être important et il y a aussi le risque de perte de budget touristique, de financement touristique et ça porte tout un changement dans lequel on doit repenser la philosophie des musées. Troisième question, les scénarios possibles. C'est un peu être de faire des scénarios dans la situation actuelle, c'est un peu comme les météos, non? La météo, non? De faire sortir moi après la télévision, de faire un peu comme la météo, non? Mais on va s'aventurer à faire quelques réflexions et après les écouter, vous pouvez les oublier parce que c'est très difficile de penser les variables, comment on va changer. Mais on peut penser qu'il y a quelques variables qui peuvent influencer les scénarios possibles. En premier lieu, il y a l'évolution et la solution de la pandémie, les vaccins, la solution sanitaire. En deuxième lieu, nous ne savons ce qui va passer avec le tourisme, si on va répandre les habitudes touristiques ou bien va changer les habitudes touristiques. Ce qu'on a vécu dans les dernières étés, c'est un retour au tourisme des années 70, c'est-à-dire aller à la montagne, aller à la campagne comme un élément prioritaire du tourisme et la réduction des voyages internationaux. Changement dans les habitudes culturelles, nous ne savons pas si une fête longue, la numérisation de la culture, la, les habitudes de consommation culturelle en ligne, des habitudes de voir des expériences en ligne, si ça va changer, qu'est-ce qu'on va passer, nous ne savons pas comme ça. L'impact de la numérisation, s'il va être très important ou différent. Voilà une question que c'est très différent. Les exemples que je vous ai dit à la pandémie intérieure, comme la grippe espagnole ou la grippe asiatique, il y avait en ce moment les moyens techniques, la numérisation que nous avons aujourd'hui, qui nous porte à que nous parlons aujourd'hui, nous avons commenté avant la connexion avec Fabienne, la question de que cette conférence en ligne, ce sont des nouvelles que nous sommes en train encore d'apprendre comment ça va marcher. Alors, quel va être l'impact sur la culture de ça? La situation financière d'emploi des musées, c'est très important parce que chez nous, il y a un grand nombre de musées qui ont fait des réductions du personnel, de réduction des situations et même des substitutions. Alors, il y a un phénomène intéressant, non? Parce que on a réduit, alors vous êtes la plupart de l'audience, vous êtes gens, et alors si je dis qu'on va compartir l'emploi, il va être difficile, bien sûr, mais au contraire, il y a une demande de nouvelles professions liées au musée parce que le personnel actuel n'est pas préparé pour les défis, les défis de la numérisation, des choses comme ça. Alors, j'espère qu'il y aura une substitution et demande de personnel plus jeune, plus préparé pour ces nouvelles fonctions du musée. Et même, nous savons les variables de financement public et privé dans le musée. Alors, en fonction de ça, j'ai désigné trois scénarios possibles avec des effets minimaux, un impact moyen et un impact très important. Le premier scénario des effets minimaux, si l'amélioration de la vaccination massive avance, en ce moment en Europe marche très, très lentement, en France, en Espagne, partout l'Europe, non? Mais si on va, comme on a encore notre autorité disent qu'après l'été, on va améliorer, c'est possible alors des effets peuvent être minimaux. Et si le tourisme va expérimenter une certaine récupération avec un tourisme de proximité en premier lieu et peut-être pas dans le T 2020 mais peut-être au futur, alors on peut parler d'une certaine récupération qui peut tourner à des comportements similaires au passé, mais avec une réduction. Et il faut voir l'effet sur la société, un certain retour à l'habitude précédente, parce que nous sommes réduits à la maison, nous sommes toujours à la maison et nous avons
l'espoir de sortir, d'aller voir musée, d'aller voir des activités. Alors, une certaine euphorie qui peut comporter des nouvelles intéressantes pour les musées. L'économie des musées vont expérimenter bien sûr un impact temporaire avec pertes importantes, surtout les musées qui sont financés qui dépendent plus du tourisme et des musées qui sont plus privés, qui sont privés l'argent, non? Mais on parle qu'on peut se récupérer un an, deux ans comme ça. La numérisation va être importante, mais n'affectant pas l'essence des musées. C'est le premier scénario. Et le public va expérimenter peut-être une lente reprise des audiences à partir du tome 2021 avec une récupération lente 2022-2023. Le deuxième scénario, c'est un important impact moyen. Si la pandémie va améliorer plus lentement, nous ne connaissons pas encore quelques éléments pour savoir s'il va finir effectivement à partir de l'automne ou bien l'année prochaine, ou qu'est-ce qu'il va passer exactement, quelles vont être les mesures qu'on va adopter pour la circulation des personnes, pour la circulation dans le déplacement, les voyages, etc. Le tourisme, dans cette version, on pourra observer une reprise du tourisme, mais avec une réduction, avec une croissance du tourisme régional. Ça, c'est un changement des flux touristiques qui est lié aussi à tous les débats sur la soutenabilité du monde, la soutenance du monde, non, soutenance, non, soutenabilité non, du monde, etc. Un changement écologique. La société peut expérimenter changement des habitudes culturelles. L'économie des musées va recevoir un impact plus important avec la fermeture de quelques musées. La numérisation dans cette perspective, dans un pas moyen, va obtenir de nombreuses pratiques qui vont changer en numérique. Alors, il y aura une coexistence physique numérique, mais les musées doivent changer un peu pour cette coexistence. Et le public, on peut penser encore à une récupération, mais pas pour arriver au niveau précédent. Et voilà les derniers scénarios avec un impact plus important, très important. Si la situation de pandémie n'améliore qu'à partir de plus d'un an ou comme ça, ou plus tard, non, le tourisme va diminuer situation internationale avec la consolidation des proximités. On ne va pas récupérer la situation d'avant, de 2019. La société va changer toutes les habitudes de consommation culturelle, bien sûr, parce que ce n'est pas uniquement passé un an, c'est passé 2 ans, par exemple, dans la situation que nous sommes. Nous portons un an, il y a des habitudes qui vont persister, alors imaginez un autre an. Plus bon, on espère que plus bon que la situation d'aujourd'hui, non, mais qu'on peut expérimenter. L'économie des musées, alors, va devenir avec une fermeture, orientation économique, travail, et la numérisation peut être encore plus importante avec une transition de certains musées à la numérisation et une réduction drastique des publics. Et ça peut être bon, hein, parce qu'alors, le nombre ne va pas être l'élément décisif pour la valorisation d'un musée et donner des statistiques des musées. De toute façon, je ne sais pas quel va être le futur, mais quelques changements peuvent être déjà irréversibles avec la naissance d'un nouveau concept des musées, avec des effets économiques très très importants qui on va expérimenter l'économie de la culture des musées en particulier, avec un avenir numérique et physique qui va être en combination et les musées vont changer ces questions, certains changements des habitudes culturelles et peut-être une réduction des publics présentiels au minimum pendant quelques ans. Alors c'est important de dire que dans la situation que nous sommes, la pandémie, ce qu'a fait, ce n'est pas tout un changement de la société.
ça a été une accélération des changements et des débats qui étaient déjà, même dans les musées. Il y a des choses nouvelles dans les musées, la numérisation, les visites, tous les éléments, hein. Mais on a assisté à une accélération très rapide des débats qui sont en train de se faire, qui normalement à 5, 6 ou 10 ans vont passer dans un an. On a assisté à un crash, un changement total. Alors, la dernière partie de ma intervention, ce sont de voir quelques exemples des stratégies que les musées ont fait pendant ces temps, se sont en train de faire, qui nous montrent un peu des possibilités des musées pour s'adapter à la situation dans laquelle nous sommes et aussi pour voir comment c'est en train de changer les modèles muséologiques en général. Alors voilà, quelques stratégies. Première stratégie, présence sur les réseaux sociaux. On a parlé. J'appelle ça un peu humoristiquement les musées TikTok, hein, pour les réseaux sociaux de TikTok, non? Parce que on a assisté pendant les périodes pandémiques à un processus rapide de bercer les contenus dans les réseaux, en rencontre un public à distance, hein, et même des questions qu'on a commencé à faire des actions, faire n'importe quoi, c'est légitime ou non, mais on a vu comme les conservateurs des musées se présentent à sa maison, qui nous parlent, même qui dansent, même qui chantent, de faire de tout. Alors, on a pensé ça en avance, c'est impensable, juste un an en avance de penser ces changements. Alors, on a fait des éléments, de demander culture chez vous, culture de chacun, s'habiller comme les œuvres d'art. Alors, c'est tout un élément intéressant de participation, bien sûr, mais c'est aussi un changement de la perspective des musées, de faire des questions avec humoristiques et de faire des représentations qui nous portent une utilisation de réseaux sociaux d'éléments différents. Même dans les maisons, tous les musées ont fait des actions similaires qu'on peut trouver par Twitter, Instagram, ou moins parce qu'il y a très peu de musées au monde qui sont encore au réseau de TikTok, mais alors les images de TikTok sont un peu déconcertantes et fascinantes en même temps. Non? Dire, qu'est-ce qu'on va faire si on observe le personnel du musée du Rijksmuseum à Amsterdam qui danse, non? Et qui se comporte en dansant dans les réseaux sociaux de TikTok, et c'est pour public très jeune. Et le musée du Prado a commencé à faire des actions comme ça. L'image à gauche, je ne sais pas si c'est à gauche, mais il y a une image à gauche, votre vision, et c'est l'image au Prado, Eric Museum, de faire des actions qui comportent un changement important de la perspective et même un débat quelles sont les limites de cette utilisation. Deuxième stratégie, de mettre de contenu en ligne, hein, un musée web, hein, une certaine transition vers la numérisation qu'on a vécue pendant ces temps. Et ça qui a commencé déjà plus longtemps qu'on a assisté à ces changements. Et les contenus en ligne ont passé un peu de Cendrillon à Star, hein. Cendrillon parce qu'on était vécu un peu une certaine dévalorisation pour certains musées qui pensent qu'on doit faire ça, mais pas la fonction d'un musée, a commencé à faire visites virtuelles et des débats importants jusqu'à un moment, la plupart sont gratuites, mais des débats importants qui ont commencé à payer sur ces visites et la monétisation. Alors, les musées ont mis en ligne une récup d'informations, musée de Prado sur un visuel, la mémoire, des jeux pour la famille, etc. Des musées pour des petits enfants, des jeux pour tout. Non? Et alors, tout ça, c'est bien, mais alors, les débats, c'est la monétisation de ça et qu'on paie, qui doit payer ça parce que ça, c'est pas cher du tout, mais c'est cher, ça coûte d'argent. Troisième stratégie, les visites virtuelles, visites à distance, hein, qui a été une chose nouvelle qui a découvert pendant les périodes de confinement. Alors voilà les visites virtuelles, mais pas en direct.
nous les connaissons des musées depuis longtemps, mais c'est on a vu pendant les périodes de confinement que ces cas marchaient très bien et les contacts avec des visites qui sont des tours, de faire des tours en direct, des guides à distance, des expériences qui sont faites même à distance. Et certaines personnes pensent peut-être à un futur, pas du tout, ça peut être un peu triste, mais il y a personnes qui affirment que peut-être on va passer des musées qui sont vides sans public, des guides qui font des visites à distance. De toute façon, je pense que ça ne va être pas comme ça, non? Mais avec des musées en France ou en Écosse, on commençait à faire des visites programmées à Gérone, dans le musée d'art en Catalogne, des visites en direct. Et ça a été une nouveauté des musées pendant ces termes, c'est de connaître les musées. Ça, c'est très économique. Ça, c'est simple à faire après, même à travers des connexions en ligne, en direct. Les personnes peuvent intervenir, les personnes peuvent en demander des questions. Et ça, on a commencé même certains musées à faire des acquisitions de technologies pour faire ça plus bien comme ça, non? Et ça porte aussi les problèmes de la monétisation des visites virtuelles et qui va payer tout ça. Alors attention, parce qu'il y a si vous observez Amazon Explore ou même Airbnb, on commençait à faire des choses similaires parce qu'ils n'ont pas des personnes dans des appartements d'Airbnb ou des expériences et on commençait à faire comme ça. Et alors on peut, en payant, de faire des visites virtuelles en musée, des visites virtuelles à la maison, des cours en ligne, d'expériences en ligne. Alors c'est toute une question qu'on a commencé à faire. Peut-être que c'est une compétence pour les musées. De toute façon, ça reste à voir si ça sera effectif, si ça va porter le public. Quatrième stratégie, musée numérique, qu'on a commencé à faire depuis longtemps, mais que nous avons vu une accélération de ces musées. Problème, difficulté en langage, nous ne connaissons encore les langages expositifs. C'est tout un langage différent. Par exemple, en question des temps, les temps sont plus réduits, les visites en ligne, les visites doivent être très courtes, les problèmes de financement, les problèmes de préparation du personnel. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on a besoin de changer les générations des musées, hein. Nous connaissons des musées numériques en ligne comme les collections de Google Arts, mais c'est pas ça qu'on avance, non? Sinon, des changements des musées qui sont indépendants des musées qui ont toute une autre expérience et qui comportent des questions différentes. Alors que certains pays comme Canada ou bien Allemagne sont en train de faire en ce moment un fort investissement des appels d'offres pour les musées, même de petites expériences, mais grandes expériences, non, pour mettre en place toutes les expériences numériques et de mettre, ce ne sont pas des images de mettre des collections en ligne, sinon de mettre nouveaux contenus. Et ça nous pose à la question de que, bien sûr, on va assister à un changement des coupes des musées. Ça ne va pas être nécessaire qu'ils restent en physique, sinon ils peuvent rester en ligne comme ça. Alors, ça permet aussi des visites différenciées par public, des âges. Et voilà, c'est un musée au Canada, non, d'archéologie, avec des Valérie pour des personnes plus jeunes, Heidi pour personnes professeurs ou étudiants ou Claude, etc. Non? Valérie pour personnes plus jeunes. Alors, ça permet différenciation des publics et c'est une raison pour les musées très important. Non? C'est une question pour les musées physiques qu'on fait des itinéraires différenciés pour le public. Alors, voilà, les musées numériques que nous avons vus sont une stratégie qui a été accélérée pendant les périodes de la pandémie et qui marque que la plupart des musées vont rester physiques sans discussion. Mais quelques contenus, et quelques contenus d'aujourd'hui, des images, des films, des images qu'on peut conserver plus bien en ligne que non. Et alors, ça, c'est un élément qu'on peut changer. Cinquième stratégie,
sortons du monde numérique pour aller au monde physique, sortez du musée. Musée global, j'ai dit un peu humoristiquement, non? Alors, il ne faut pas attendre le public. Il faut aller où est le public. Alors, je pense que les musées doivent changer cette image du public parce qu'ils les musées doivent sortir d'eux-mêmes et pas attendre qu'un lieu dans l'image du musée qui sont en lieu que les personnes arrivent. Non, ça sera nécessaire d'aller et retrouver le public avec reproduction ou même avec des œuvres authentiques, comme a fait par exemple les musées Rijksmuseum, important une reproduction de l'œuvre d'art plus connue du musée, une reproduction pour la résidence des personnes âgées, les maisons de retraite, le lieu de suffrage de la Covid, non? Et là, c'est tours qui portent, pas uniquement porter l'œuvre au même taille que la naturelle, non? Que l'authentique, non? Les porter par différents lieux du Pays Basque, des Pays Basques, et alors les conservateurs des musées vont ces espaces en discussion et discuter, donner des contenus, etc. Et même aujourd'hui, ça c'est en train de faire dans les hôpitaux qui ont vécu la situation sanitaire très dure que nous sommes en train encore de vivre. Qui dit ça, d'autres expériences comme les musées ambulants au Québec qui portent des propositions de médiation, des jours d'art pour dialoguer, porter dans la résidence, les maisons de retraite ou des autres espaces. Alors sortir. Hein. Sixième stratégie, des musées nomades, des musées qui sortent, la même que je viens de dire, des musées qui sortent et qui vont se déplacer vous savez que la nouvelle muséologie a dit déjà, ça fait 1968, a dit sortons des musées, la Joconde en métro. Alors c'est un peu comme ça, il faut sortir des musées et retrouver les publics, comme les musées ambulants au Québec, non, qui a passé l'été avec quelques éléments des différents musées, et des ateliers pédagogiques pour les enfants. C'est un bon moyen aussi que les grands musées arrivent au petit village, hein, tout en changement. Même des actions qu'on te porte à la maison, une collection, un livre, accès à un contenu en ligne, une reproduction d'une œuvre d'art, une œuvre originelle même, non? Alors, aller à la maison et un tour des musées qui ne portent à aller partout. Vous connaissez déjà des expériences comme le Rijksmuseum en Amsterdam qui a une délégation, un petit espace à l'aéroport. Oui. Alors, aujourd'hui, ça c'est pas une bonne idée, non? Les aéroports parce qu'ils sont vides aussi, non? Mais l'idée, c'est sortir des musées et aller où se trouve le public et trouver des autres moyens d'arriver. Un musée de sciences naturelles à Barcelone, en Catalogne, et apporté des kits avec des différents éléments du musée qui a été allé, par exemple, en prison, des éléments dans des centres culturels, etc. Alors, c'est une bonne idée de déplacer certains contenus du musée. Quelques musées, c'est plus facile à faire que les autres. Septième stratégie similaire, aller aux écoles. Alors, les musées, sortir des musées pour aller aux écoles en pensant que les écoles ne viendront pas longtemps. Pas possible en ce moment en France parce que les musées sont fermés. Et pas possible aujourd'hui chez nous parce que les musées sont ouverts, mais les écoles ne vont pas au musée. C'est un miracle que les écoles sont ouvertes encore pendant la situation actuelle. Alors les écoles sont réduites dans la forte mesure de sécurité sanitaire avec des groupes étables, etc. Alors il faudrait penser du tout l'activité didactique et les musées sont en train de faire ça. Les militaires se déplacent, passons les enfants. Alors, on va voir si ça va continuer, non? Non, mais de toute façon, on assiste à un grand nombre de musées qui ont commencé à faire déjà, hein, avec des interrelations avec les espaces numériques ou non, directement. Les musées de confluence, les musées dans votre école, hein, les musées après le deuxième confinement, on a fait des adaptations pour aller porter des objets, porter des livres, etc. En Italie, il museo va alla scuola,
non? Même idée, non? Il musée va à scuola, non? Alors, ce sont l'idée différente, non? Ce sont les éducateurs du musée qui se déplacent, pas au contraire. Alors, il faut repenser toute la didactique du musée, hein, musée à Florence, etc., à Royaume-Uni, musée au milieu Classroom. Il y a des idées partout qui sont faites présentiellement pour les éducateurs du musée ou même à distance, non? Et alors, c'est toute une idée qui peut, ou même déplacer certains éléments technologiques qui peuvent aider pour faire les visites plus attractives. Huitième stratégie, parler de la pandémie. Alors, c'est nécessaire, comme les musées parlent des préoccupations des citoyens, et alors, la pandémie, aujourd'hui, c'est un problème, c'est notre principal problème, non? Alors, parler de la perspective des sciences, des arts, des problèmes sociaux, même de documenter la pandémie et faire toute une action. On a commencé à la Chine avec des actions de propagande, mais aussi de reconnaissance de l'action de sanitaire. On a mis on a fait des affiches pour tous les sanitaires qui sont mis dans les musées comme des ROS de la pandémie. On a fait déjà un musée anti-Covid à Wuhan où tout a commencé, non? Alors c'est une bonne nouvelle, non? Que quand les objets vont au musée, vont trouver les musées, c'est alors que les objets n'ont pas une utilisation, alors c'est bon, non? Alors on peut voir un peu l'image de ces situations qui malheureusement a passé, non? Et on a passé. Mais il y a des actions par tout le monde, même des petits musées avec une muséologie collaborative, de recueillir des objets que nous avons eu de la pandémie, non? Comme au Japon, non? C'est un musée au Japon, c'est un petit musée, très petit musée, hein. Et vous pouvez voir à l'European House History, les musées européens de l'histoire à Bruxelles, qu'il y a une formation des actions qu'on fait avec des musées de l'Europe, des expos sur les confinements, hein. Alors, pour des objets que nous avons vécus dans notre vie quotidienne de ces jours, euh, voilà différents exemples, mais sont la même idée, non? Et alors, la différence, c'est que ce sont des expos qui sont ouverts. Ce ne sont pas uniquement des musées numériques, ce sont des expos, hein. Même, par exemple, le musée ethnographique à Ljubljana, non? Qu'on a fait des, c'est pas dit en français, blagues, je pense, des humoristiques, l'humour de la Covid, non? Et après, on a fait une expo sur ça. Et voilà, d'autres éléments de collaboration, les cadres une carte de passage pour aller au hôpital pour la naissance de la fille pendant la Covid, ou la carte de planification des activités de la famille pour le confinement. Neuf musées plus sociaux, c'est important de dire que les musées doivent adopter peut-être une ligne plus pertinente et plus vindicatif. Alors, les musées ont assisté pendant ces moments de confinement à revendications sociales. Et on a assisté en Amérique tout un débat très important qui a porté aussi l'Europe sur la décolonisation, sur les problèmes de Black Matter, et alors disant le racisme dans les musées. Voilà une concentration pendant la Covid face au musée Philadelphia, non? De Philadelphie, et dans lesquels donc, les personnes réclament l'assistance, hein. Ça, quelques musées ont fait aussi des collections sur les artefacts, les éléments de la collection, non? Et alors, c'est tout les questions que les musées doivent débattre, non? La décolonisation des musées et tous ces éléments sont mis en ligne. Ou la fonction des musées en Amérique latine, avec Coupe des musées, ont fait des missions comme en Colombie pour donner des aliments à les personnes qui ont besoin, non, d'alimentation pendant ces périodes, etc., non?
la prescription muséale des médecins francophones qui ont commencé avant le coronavirus, non, des actions dans les musées qui sont déjà connues, de faire yoga ou de faire des visites pour personnes à leurs amis. Il faut insister dans cette perspective sociale pour deux questions, parce que les musées sont un élément imprescindible de l'action des musées, mais surtout parce que si nous voulons convaincre que nous recevoir plus d'argent et plus revendiquer l'action de la fonctionnalité sociale des musées, la vision que quelques parties de la société a des musées comme des institutions uniquement pour le tourisme, il faut couper cette image. Et deuxième et dernière stratégie, les musées plus locaux. Il faut récupérer la localité des musées. Voilà par exemple les musées Van Gogh, les jours de l'ouverture, on l'a vu avant, et on peut voir que les musées Van Gogh, qui dépendent 90% du tourisme, a tout en plein pour voir comment va récupérer la population de la ville. Non. Les musées de Prado, quand il a réouvert, on a pensé en visite, rencontre, retrouvement. La première action qui expo, non, qui est pensée pour le retrouvement avec les œuvres d'art, les mêmes œuvres d'art, pas des grands expos, sinon les œuvres d'art pour la citoyenneté. Non. Et ça nous porte aussi à dire que les musées, on doit repenser comme des espaces sûrs et dans lesquels on doit dessiner l'architecture du musée, hein, pas uniquement pour respecter les consignes de sécurité, sinon pour faire des lieux dans lesquels les actions ne peuvent même être provisoires. On doit mettre des actions plus longue terme comme ça au Musée national des beaux-arts au Québec, non, dans lesquels il n'y a pas de signalisation provisoire. Non, il y a un circuit des visiteurs qui est différent. Bien, dernière, je passe rapidement pour question de temps et je vais directement aux conclusions. Mais toutes ces actions qu'on a vues nous portent à la réflexion si les musées qui sont ouverts, ça va porter plus de public ou non. Ces initiatives seront capables d'attirer plus de public ou non. Ça va être une frivolisation des contenus, la perte de valeur de visite, problème de financement. De toute façon, on assiste que les musées pré-Covid et post-Covid vont changer. On va assister à un nouveau musée. Avant, les musées étaient conçus uniquement physiques. Pendant les confinements, c'est uniquement un musée numérique, online. Et le futur, on doit penser que les musées vont être sans penser des musées physico-numériques. Et dernière conclusion, dernier élément, uniquement des titulaires pour réfléchir vous à votre maison, réfléchir entre vous. Première question, lentement. Les changements ne peuvent être rapides. La culture du musée ne peut pas changer d'un jour par l'autre. La transition, ça va être très lente, très lente. Il y a vécu des aspects qui ne sont pas connus. Même il y a des aspects technologiques, vous vous rappelez les lunettes Google Glass qui ont disparu, qui sont des initiatives technologiques, techniciens, qui n'ont pas triomphé, non, au point de vue. Alors, il faut aller lentement dans la transformation. On ne peut pas penser qu'on va changer la culture d'un musée d'un jour par l'autre. Deuxième question, une stratégie numérique et physique. Hein. Et pour les musées, on a la chance que ce sont des espaces dans lesquels l'expérience physique ne peut pas être en substitution, ne peut pas être substituée. C'est moins, je ne dirais pas la même question de l'avenir du cinéma ou des autres activités dans lesquelles c'est plus difficile. Mais il faut mettre dans les musées une stratégie numérique et physique. Ça veut dire qu'il ne faut pas penser les stratégies numériques après la physique, sinon pour les nouveaux musées, pour les nouveaux expos ensemble. Troisième, de faire des musées plus centrés dans l'aspect local et territorial des territoires. Il faut repenser l'importance des musées de territoire. Les musées de terroir, des territoires sont une expérience à redécouvrir parce qu'il y aura aussi une tendance de tourisme plus à l'air. Quatrième question, et peut-être la plus importante de toutes. Il faut convaincre les citoyens
et les gouvernements de la nécessité des musées, parce que vous êtes tous ici, et moi, et Fabien, et qui sont tous fans des musées, qui nous visitons avec des musées, mais il y a une partie des citoyens qui pensent que les musées sont des espaces qui portent des tourismes, qui portent même des phénomènes de mondialisation, qui portent même des phénomènes difficiles pour les quartiers. Alors, c'est pas clair que toute la citoyenneté alors c'est très important parce que c'est nécessaire une politique de sauvetage des musées, c'est très nécessaire. Hein. Il y a non seulement des gouvernements français, des gouvernements espagnols, tous les gouvernements espagnols et de l'Europe qui annoncent des mesures importantes de sauvetage des musées. Et ça, c'est très nécessaire. C'est nécessaire de trouver un kit d'assistance, mais ça, c'est un peu. Mais pour ça, c'est nécessaire qu'il y aura une coupe des besoins, des nécessités économiques qui sera en discussion, au débat. La crise va impliquer des conditions difficiles pour les musées et leurs travailleurs. Il faut être conscient de ça. Et alors, il faut lutter parce qu'il faut revendiquer la position des professionnels des musées parce que ça, c'est un aspect très important parce que quelques musées en États-Unis ont profité pour sortir tous les personnels d'éducation ou des choses comme ça. Réflexion, jusqu'à nous sommes prêts à changer. Nous sommes prêts à changer toute la culture du musée, certaines frivolisations, certains changements des musées. Bonne nouvelle, le public veut revenir. Toutes les enquêtes, l'enquête en France, par exemple, que j'ai lu, pensent revenir au musée. C'est très important revenir au musée. Mais au prix que les expositions devront changer, bien sûr avec des expos minoritaires peut-être, des expos conçus de manière différente. Et dixième et dernière question, n'oubliez pas la perspective sociale des musées. Dans les dernières crises de 2007, on a oublié un peu la perspective sociale des musées. On a passé pour trouver d'argent, de faire ce que j'ai dit, tourisme, des choses comme ça, non? Ça a été important pour la situation financière des grands musées surtout. Mais il faut reivindiquer la fonction sociale et la perspective parce que c'est très important. Il faut trouver enfin les vaccins pour les musées. Il y a moins de scientifiques qui travaillent pour ça que pour le vaccin sanitaire, mais il faut trouver aussi les vaccins que nous trouverons entre tous, entre les gens qui sont en train d'étudier pour devenir les futurs muséologues, les futures personnes qui vont travailler au secteur de la culture. Ça, c'est très important à trouver avec tout, mais cette rénovation et les vaccins, c'est très important de trouver ces questions. Et les vaccins, en ce moment, c'est trouver toutes les formules de la rénovation et reformulation du concept du musée. Merci pour m'avoir écouté. J'ai passé 3 minutes du temps assigné. Je m'excuse. Et alors, on va passer s'il y a des questions pour les questions qui ont arrivé à travers des chats. Je vais répondre avec plaisir à votre question et la participation de tous. Merci. Merci beaucoup, Xavier, pour cette présentation fascinante et extrêmement riche, hein, qui est tout à fait complémentaire avec ce qu'on a pu voir depuis hier dans notre webinaire, hein, parce que maintenant, on a pu voir maintenant la situation des musées, hein, et les stratégies qu'ils mettent en place à l'échelle mondiale, hein, depuis le début de la pandémie. D'ailleurs, en France, hein, le secteur professionnel des musées, effectivement, est assez exaspéré, hein, pour l'ouverture sans cesse reculée des musées, comme on a pu le voir hier et ce matin pour les collègues des cinémas, des théâtres, des salles de concert, etc. etc. Et je pense que la vision qu'on a pu avoir maintenant grâce à cette présentation, voilà, elle permet de mettre en contexte tout ça, hein, de mettre en perspective tout ça d'un point de vue historique, géographique, et au travers d'une présentation qui permet de comprendre ce qui se passe aussi. Donc merci beaucoup, je pense que ça peut être très utile pour les futurs professionnels qui nous écoutent. Alors j'ai d'abord une première réflexion ici sur le chat. Alors
j'invite celles et ceux qui nous regardent à poser leurs questions encore sur le chat. J'ai ici c'est plutôt un commentaire, hein, mais c'est de Cyril Bourreau, qui nous dit que c'est que mon avis, mais TikTok me semble exclu pour des projets de diffusion culturelle, tant ce réseau social semble de plus en plus indésirable. Là, donc c'est plutôt un commentaire, mais en tout cas en te remerciant beaucoup pour cette très bonne présentation. Donc là, il n'y a pas de questions, c'est plutôt un commentaire. Alors pendant que les gens vont poser leurs questions sur le chat, moi je me permets peut-être d'ouvrir avec une première question, hein, pour continuer un petit peu sur les pronostics de Monsieur Météo que tu as voulu faire. Hein. On peut se demander finalement de tout ce qui, enfin, on peut se demander ce qui va rester finalement, hein, bien sûr, de tout cela, de cette grande créativité finalement qui a émergé des musées. D'abord, c'était un peu improvisé, puis pendant le premier confinement, en tout cas en France, puis ça s'est un peu amélioré et c'était plus pensé et réfléchi durant le deuxième confinement. Mais effectivement, on peut se demander ce qui va rester de tout ça et laquelle des stratégies, hein, que tu as pu définir, les différents scénarios, hein, lesquelles de ces stratégies vont finalement peut-être s'imposer, hein, dans les musées post-Covid. Est-ce qu'on va plutôt vers le musée Amazon, le musée Globo, donc ici c'est plutôt Uber. Est-ce que ça dépend des types de musées finalement, hein, les musées ethnographiques sont peut-être plus portés sur un lien vers le social. Enfin voilà. Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut penser, hein, lequel de ces stratégies est en train de peut-être de s'imposer? Bien. Alors, sur la question de TikTok, oui, c'est un débat qui sont des musées sur ça. Hein. Moi, avec mon âge, je ne suis pas un usuaire je n'utilise pas les réseaux TikTok, c'est pour des personnes très jeunes. Mais il y a des musées qui utilisent ça et qui disent que ça, c'est bon pour accueillir de nouveaux publics. Je pense que c'est très, très difficile, hein, parce que les messages arrivés à un public très jeune, adolescent, etc., c'est plus difficile. Mais de toute façon, il y a des musées qui ont les exemples qui disent que malgré les critiques qu'on reçues, ils disent que ça peut être une bonne stratégie. Moi, je pense aussi que c'est pas une bonne utilisation et les contenus, pour moi, sont très difficiles à voir. Et moi, je suis très difficile, je suis pas capable de comprendre, moi, les personnels des musées qui dansent comme ça. J'imagine ça très très difficile et peut-être c'est une frivolisation absolue. Mais il y a un musée qui disent que c'est bon. Sur la question de les stratégies, bien, ce ne sont pas des stratégies différentes, ce sont des stratégies complémentaires. Hein. Mm. Et alors, bien sûr que les musées vont utilisent déjà des stratégies différentes. Non? C'est un changement, mais quelqu'un sont une continuation des aspects qui sont déjà mis avant en place par les musées et certains sont de tout nouveaux. Hein. Mais bien sûr, sur des tout nouveaux, nous ne savons pas ce qui va passer. Et la question, qui la personne qui a fait la question, les personnes qui ont demandé ça, c'est que bien sûr, la créativité que nous avons vue dans les musées, il y a quelqu'un qui ne va pas rester par difficulté financière ou par des difficultés de la compétence des musées, mais il y a quelques éléments qui vont rester et je pense que la créativité va être un élément important parce que du futur du musée. Et la créativité, même pour faire des expos moins chers et plus adaptés à notre public, etc. Alors, la créativité va rester, hein, bien sûr. Comment, je ne sais pas. Et j'ai mis dans la dernière minute, j'allais très rapidement, je m'excuse, mais on a vu une image et j'ai pensé jusqu'à nous sommes prêts à adopter une nouvelle culture ou non. Alors, les musées doivent réfléchir avec ces questions. Si nous sommes prêts à changer notre culture muséistique dans certains éléments, et comme ou non. Hein. Alors, c'est une question en débat et il y aura des résistances aussi de générations plus grandes qui sont au pouvoir, non? Même des personnes qui ont une perspective plus scientifique de l'image des musées, ou des personnes qui ont une
perspective, plus de communication des musées. Ce sont des débats qui ne sont pas nouveaux. Hein, ce sont des débats qui restent dans la culture muséistique. Il faut voir qu'en France ou en Espagne, la culture muséistique en général, c'est une culture très sérieuse. C'est les images, c'est comme en Amérique ou comme à Canada ou à Québec ou même au Royaume-Uni, ou en Pays-Bas, non? On peut voir des personnages qui sont au musée, des personnes qui sont au musée. J'avais Van Gogh au musée Van Gogh qui se déplace. Je ne peux pas imaginer au Louvre des actions. On peut les voir comme complémentaires, mais pas pour la culture de chaque jour. Alors, c'est bien sûr qu'il y a des cultures muséistiques différentes hein, qui sont en compétition et sur la fonction des musées. Et tous ces débats qui sont intenses dans les musées vont se mettre en place sur le futur des musées. Alors, c'est très intéressant. Moi, je pense que les musées sont des éléments de communication plus en plus, mais il faut trouver comment trouver l'équilibre entre la fonction scientifique des musées et la fonction de communication et la fonction de stimuler le public. Merci, merci beaucoup. Du coup, qu'est-ce qu'on est en train de évoquer la question d'une génération. Quel conseil on pourrait donner aux étudiants qui nous regardent et qui vont se lancer prochainement dans leur vie professionnelle, peut-être au sein des musées, et qui ne voient pas trop un panorama voilà, très ouvert et un peu dramatique qui s'ouvre à eux? Quels conseils on pourrait leur donner voilà, pour leur donner aussi un peu d'optimisme, on dirait, pour leur future carrière professionnelle? Oui, c'est un futur qu'on peut être contemplé, la contemplation en ce moment, c'est un futur très noir, non? En ce moment juste, mais il faut laisser passer un peu du temps, rester un peu en attention pour les changements, les nouveautés que vont expérimenter les musées. Mais les conseils sont en premier lieu que les gens génération, vous êtes plus prêts à accepter les changements des musées que non les générations qui portent depuis longtemps dans les musées. Jacques Génard, qui est un grand muséologue à Suisse, il disait que la fonction principale du conservateur du musée, c'est se conserver lui-même. Non? Alors, il disait ça humoristiquement, un peu en disant, et même dans la web du musée, il y avait une image de lui-même, hein, une vignette de lui-même dans une vitrine en disant c'est l'image des conservateurs, alors il faut changer ça. Les conseils, je pense que c'est que les musées, c'est la professionnalisation des musées. La professionnalisation des musées, il y a de différentes professions dans les musées, bien sûr. Il y a, mais avant, jusqu'à présent encore, la formation, c'est surtout une formation académique dans la profession du musée, dans la science du musée. Et je pense qu'au futur, on va équilibrer ça avec des prix professionnels qui viennent du secteur de communication, qui viennent du secteur même informatique. Hein. C'est un changement important parce que les musées auront besoin de personnes comme ça. Et alors, en première lieu, les problématiques, ça va être un peu la situation de changement dans quelques pays comme en France ou en Espagne, dans les musées sont surtout fonctionnaires ou des personnes qui sont difficiles à changer. Alors c'est une difficulté bien sûr, non? Mais les musées auront besoin de nouvelles professions. Alors les principaux conseils, c'est de trouver des éléments en vie des musées, non? Des éléments, des professions qui vont changer. Alors j'ai l'impression que dans les prochaines années, nous assisterons à un changement des pourcentages des différentes professions des musées. Bien sûr, ce seront nécessaires les conservateurs, ce seront nécessaires la conservation des musées, la conservation préventive, etc. Mais on va porter des nouvelles professions. Et ça, c'est très important, ces questions, et c'est les principaux conseils que je peux vous donner aujourd'hui.
et l'optimisme de penser que les musées ont vécu des crises précédentes dans l'histoire, vécu même plusieurs ans. C'est dommage aujourd'hui quand vous êtes ici avec l'illusion de terminer un master ou de finir dans la situation, non, mais bien penser que Suisse, tout est en train de changer, même à l'université qui va naître de ça va être très différent. Il faut penser ça, va être très différent, pas nécessairement en ligne, non, mais on va changer avec des choses, des formations, des éléments. Il y a une résistance de les staff, même de les profs, dans la question de l'université. Il y a une résistance, non? Mais alors, ces changements, c'est important. Bien sûr, il faut être optimiste, mais bien sûr, conscience que la situation va être un peu dure dans les années prochaines. Merci pour cette touche d'optimisme. Alors j'ai une question dans le chat de Axel qui demande que vous avez, donc je la cite, vous avez évoqué l'importance des musées locaux et territoriaux, mais ne seront-ils pas les premiers à être touchés par la crise économique? Les musées locaux, il y a un ancien article d'un collègue de Québec qui connaît aussi, Yves Bergeron, qui disait à propos de la crise économique de 2007 que les petits musées locaux étaient les musées qui ont résisté plus bien à la crise parce qu'ils sont dans une situation déjà très faible d'un point de vue financier, non? Alors, les musées locaux sont souvent, et les musées territoriaux sont un peu les musées oubliés de las actions publiques. Et alors, nous disons, il y a une campagne publicitaire en Catalogne, il y avait que les musées locaux sont les musées plus grands de la Catalogne parce que tous les musées ensemble sont l'espace plus important. Non? Alors, il ne faut pas oublier les musées locaux. Je sais que c'est difficile. C'est difficile en France, dans lesquels il y a toute une concentration à Paris, des grands musées nationaux qui absorbent la plupart du budget, de l'argent, non? Mais les musées locaux qui ont été déjà après la nouvelle muséologie comme les musées qui peuvent plus changer la société, qui peuvent plus expérimenter des changements, sont importants, sont plus importants. Alors, aujourd'hui, la question s'est doublée. Les musées parisiens, même les musées parisiens, doivent retrouver les publics parisiens. On doit retrouver les publics. Je rappelle que dans une journée dans laquelle j'ai assisté à votre université, à la Sorbonne, au bâtiment de Sorbonne, ça fait déjà presque 7 ou 8 ans. Et j'ai trouvé quand j'arrivais à Paris un journal, une déclaration d'un leader du syndicat qui dit je ne veux pas que Paris devienne un ville-musée. Alors c'est un critique à la situation au musée. Non? Mais alors les musées doivent, même les musées des grandes villes, doivent retrouver les publics avec des actions. J'ai l'impression qu'ils ont oublié ces publics. Ils ont oublié pas uniquement pour les raisons par une intention, sinon parce qu'il y a tout un flux touristique, des actions, etc., qui donnent beaucoup d'argent et qui ont soutenu la situation financière de ce musée. Alors, première question, les musées de Ranville doivent retrouver, et ça, euh, faire une petite reconversion en musées plus locaux, avec des visites famille, des visites, non, comme ça, peut-être des journées qui sont uniquement ouvertes pour les publics des villes, par exemple, non? Avec commodité, pas des actions, non? Pas avoir l'impression qu'ils sont des étrangers à la même ville. Non? Et en deuxième lieu, les musées plus petits, une occasion importante parce que s'il y a une consolidation du public qui va, des tourismes qui va à la campagne, qui dans au minimum, ce que je connais au sud de France et en Catalogne, c'est que l'été a été extraordinaire pour ces villages.
Ils me disent dans quelques musées qu'ils ont reçu plus de visiteurs en août que toute l'histoire du musée, hein. Parce que alors le public s'est déplacé. Alors, il faut retrouver aussi cette image du musée qui c'est une image différente. Alors, peut-être il faut profiter de la crise du Covid pour resituer dans la carte des musées l'importance de ces musées qui sont en train de, qui, 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 qui sont très importants pour la culture parce que sont dans quelques petits villages sont l'unique élément de la culture qui reste ce ne sont pas spécifiquement musées, ce sont musées, mais ils sont aussi des institutions de la culture locale, la culture de la culture. Alors ça, c'est important. Mais même, j'insiste, les musées de grandes villes doivent se retourner plus locaux, plus local pour retrouver son public. Et ça, c'est très difficile, retrouver son public, parce qu'ils l'ont perdu dans, dans certains musées et dans les grandes villes touristiques, hein, de Paris, parce que vous êtes à Paris, mais pensez dans d'autres villes, à Barcelone si vous voulez, ou à Venise, ou à Madrid, etc. Très bien, merci beaucoup. Ça, c'est effectivement très, très, très important et peut-être que la nouvelle génération, l'une de vos missions, c'est peut-être ça aussi. Et on a vu, hein, notamment pendant la crise du Covid, des grands musées nationaux qui ont eu qui ont tenté de toucher plus le public local, puisqu'ils avaient plus de touristes internationaux et qui sont devenus d'une certaine manière des musées territoriaux au sein de Paris notamment. Ça, c'est très très intéressant et peut-être c'est l'une de vos missions, la jeune génération qui nous écoute là aujourd'hui, peut-être effectivement de trouver des manières de réancrer effectivement les musées dans leurs tissus locaux, même si c'est des très très grands musées. Voilà, merci beaucoup en tout cas Xavier pour cette présentation, Merci à vous. c'était excessivement intéressant. Merci à vous dans le chat aussi et en tout cas, voilà, peut-être qu'on se retrouvera dans quelques années pour évoquer cette situation de la Covid comme une espèce de cauchemar, voire même peut-être quelque chose qui a déclenché une nouvelle vision des musées, hein, voilà, donc on se reverra dans quelques années pour réfléchir à tout ça et on espère, voilà, d'ici là, continuer à échanger sur le futur des musées. Merci beaucoup, Xavier. Au revoir.